Les Mongols au XIIe siècle, c'est un peu comme votre ami chiant au collège. Ça fait pas mal mais ça fait chier, ça fait pas mal mais ça fait chier. Sauf que eux, ça faisait mal. Et en plus, si vous aviez l'audace de répondre, disons que vous pouviez regretter l'époque où c'était juste chiant. Aujourd'hui, on va parler de la bataille de Legnica, qui a eu lieu en 1241 et qui a opposé une armée mongole d'invasion à une coalition alémano-polonaise. Les deux armées ont une vision radicalement différente de l'art de la guerre. On a d'un côté une armée lourde européenne qui privilégie le choc, et de l'autre une armée mongole légère qui privilégie le harcèlement et la mobilité. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a des choses à voir. Alors, le fait est que le déroulement précis de la bataille est mal connu, donc on va se concentrer sur les questions qu'elle soulève. L'Empire mongol est né de la vie d'un homme, Gengis Khan, qui, après avoir unifié son peuple, fait passer son territoire de ça à ça entre 1206 et 1227. Son fils Ogodaï se charge de conquérir les steppes russes pour qu'en 1240 nous ayons la première invasion mongole de la Pologne. Comme vous le voyez, c'est allé très vite. Mais les Mongols sont loin de s'arrêter là. Ils ont encore à l'est le sud de la Chine à conquérir et à l'ouest une Europe chrétienne divisée et effrayée qui espère pouvoir être épargnée. Car quand commence cette invasion, la Pologne est tout sauf unifiée. L'homme fort de la région, c'est Henri II le Pieux, duc de Grande-Pologne, de Silésie et de Petite-Pologne. S'il est clairement parti pour unifier le pays et fait pression sur le pape pour obtenir le titre de roi de Pologne, l'invasion mongole le force à lever une armée d'une certaine qualité pour l'époque, la force d'Henri II résidant dans son aristocratie. C'est un peu le boxon dans la région, mais la chrétienté est tellement effrayée par les Mongols que beaucoup de chevaliers européens viennent prêter main forte. Ouais, alors là-dessus, on va émettre des doutes. Visiblement, il n'y a pas plus de 300 chevaliers qui sont venus aider. C'est juste a posteriori que tout le monde a voulu faire le héros en disant qu'il y était. Ça floute les sources. Bref, l'armée d'Henri II est classique pour l'époque. De la piétaille mal armée en nombre, une élite chevaleresque spécialisée dans le choc et lourdement armée, et puis quelques troupes mercenaires potentiellement moraves pour donner un peu de poids et de discipline à l'infanterie. Le tout pour arriver à une armée d'environ 25 000 hommes, dont 4 000 à peu près sérieux. En face, par contre, les Mongols, c'est une autre affaire, hein. Ils ont de l'avance en tout militairement. Leur armée est exclusivement montée à cheval et s'appuie sur la mobilité et les capacités d'archers montés des peuples des steppes. Rompues à de grandes manœuvres par une tradition de chasse impressionnante, les troupes mongoles ont une coordination et une communication rares pour l'époque. Quand je vous parlais de la chaîne de commandement, on fait face ici à une armée très segmentée qui pousse sur l'aspect méritocratique pour que tout commandant soit proche des troupes qu'il commande. L'échelon de base, c'est 10 cavaliers qui choisissent parmi eux un capitaine. Puis 10 capitaines choisissent un capitaine de 100, 10 capitaines de 100 un capitaine de 1000, et les 10 capitaines de 1000 sont rassemblés sous l'état-major lui-même aux ordres d'un seul commandant, qui dirige ainsi 10 000 hommes qui forment ce qui est appelé un tumen. Ce principe électif permet une réelle acceptation du commandement. Et en plus, une tradition violente d'équipe permet de soutenir la cohésion primordiale en cas de manœuvre. Oui, parce que si un Mongol fuit, Ces 9 compères sont mis à mort. si un Mongol est capturé, Ces 9 compères sont mis à mort. si un Mongol se rend, Ces 9 compères sont mis à mort. Bref, les 10 hommes font véritablement la paire et vouent leur vie aux autres. Côté armement, c'est simple mais complet. Un arc composite puissant et 60 flèches par cavalier. Des couteaux et parfois une masse pour le corps à corps et une armure légère et matelassée, voire de simple fourrure. A noter qu'un tumen compte également dans ses rangs des soldats d'élite plus riches, dotés de lances, de sabres et d'armures lamelaires proches de celles des samouraïs. Pas de métal en somme, sauf parfois pour le casque, qui est plus généralement en cuir. Et comme les Mongols sont pas cons, ils ont aussi une approche tactique très bien définie qui joue énormément sur le harcèlement. faire mal de loin, rester hors de portée et fatiguer l'adversaire à l'usure. Le fameux ça fait pas mal mais ça fait chier. Ce harcèlement doit désorganiser les troupes adverses et les attirer vers un engagement où les troupes mongoles seront, elles, avantagées. Pour l'engagement, c'est le moment où on veut bloquer les forces adverses par un combat proche.
Et à Legnica, c'est tout un Tumen qui fait face aux troupes polonaises. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va pas bien se passer pour Henri II. Les forces mongoles sont divisées en 4 corps, avec un d'archers-montés légers avancés, 2 autres aux ailes cachés par de la fumée, et l'élite en arrière prête à intervenir en cas d'engagement. Les Polonais en face ont un corps de chevaliers silésiens en avant, leur infanterie au centre encadrée par d'autres chevaliers, et enfin l'élite aristocratique restée en réserve avec Henri II. L'avantage psychologique est du côté des Mongols, qui effraient véritablement les troupes chrétiennes en étant connus pour leur cruauté. Ajoutez-y leur capacité théorique de 600 000 flèches. Moins qu'à Crécy, certes, mais tout de même. Et pour ne rien arranger, les chevaliers, pour l'honneur et la gloire, ont tendance à toujours chercher l'engagement. Après avoir subi les premiers harcèlements des troupes avancées mongoles, les chevaliers silésiens tentent de les engager en chargeant. C'est ainsi qu'ils se laissent aspirer par une retraite feinte des Mongols et se retrouvent pris en embuscade par les ailes. Les chevaliers isolés se font ainsi anéantir sans même avoir pu commencer le combat et loin de leur armée. Les Mongols peuvent donc reprendre leur formation initiale et commencer leur harcèlement en se retirant dès que les troupes polonaises tentent le moindre mouvement. La pluie de flèches et le sentiment d'impuissance fragilisent le moral de l'infanterie qui ne tarde pas à reculer dangereusement. Les chevaliers aux ailes décident donc de charger. Les Mongols se retirent et lancent même de faux appels à la retraite en polonais, ce qui désorganise la charge. Voyant cela, Henri II part avec sa réserve les soutenir. Ils tombent alors tous dans le même piège que les Silésiens. Encerclés et criblés de flèches, l'heure est au coup de grâce. Et là, la troupe d'élite mongole va enfin pouvoir engager le combat. Face à des troupes isolées, désorganisées et démoralisées, leur engagement sera avantageux. Et c'est ce qu'il se passe. Dans les pires conditions, les chevaliers n'ont plus l'avantage de la charge et le combat tourne en leur défaveur. Il suffira ensuite aux Mongols de poursuivre une infanterie incapable d'opposer la moindre résistance. L'armée polonaise est annihilée. Henri II est tué et avec lui tout espoir d'unification polonaise pour des dizaines d'années. Les Mongols de leur côté ont assez peu de pertes. Ok, donc je suppose que la Pologne tombe entre leurs mains. Ah, je vous ai pas dit. Cette bataille était qu'une diversion. Quoi? Le véritable objectif des Mongols était la Hongrie. Le gros de leurs forces engageront d'ailleurs la bataille de Mohi, quelques jours plus tard, pour mettre à bas les forces de la région et sécuriser les frontières russes. En fait, l'invasion de la Pologne était là que pour empêcher la Hongrie de recevoir des renforts. Les Mongols n'avaient pas prévu de s'installer et se retirent comme si de rien n'était. Et pour la Hongrie? Pareil. La mort du grand Khan Ogodaï fait que les Mongols ont des problèmes dynastiques à résoudre. Du coup, le massacre de la Mohi est également inutile. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Mongols ont fait du harcèlement un art qui leur permet de continuellement garder l'initiative quant au moment où le combat sera engagé. Ce principe de base est d'ailleurs central pour les guérillas modernes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée.